Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée en public dans la grande salle des Cinépalaces d'Épinal, une émission à l'initiative du comité départemental olympique et sportif des Vosges pour évoquer les violences sexuelles et les discriminations dans le monde du sport. Les spectateurs ici présents dans la salle viennent de regarder le film Slalom, un film de Charlène Favier sorti en 2020, dernier film en date sur cette thématique d'importance prise à bras-le-corps par le mouvement sportif dans son ensemble, par les autorités administratives et judiciaires, les violences sexuelles et les discriminations dans le sport, comment les détecter, comment les dénoncer, comment les juguler, comment les proscrire, d'autant plus à la veille de cette grande fête que seront les Jeux de Paris 2024. Élément de réponse avec nos invités. Frédéric Naon, bonjour. Prenez bien le micro. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le procureur de la République d'Épinal. Bienvenue dans les Vosges, puisque vous êtes arrivé tout récemment sur notre département. Catherine Moyon-Debac, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin. Je vais vous présenter un petit peu plus rapidement tout de suite, dans le sens où vous êtes évidemment ex-athlète de haut niveau en lancer du marteau. Vous avez été victime d'agressions sexuelles au début des années 90. Vous êtes considérée comme la toute première athlète de haut niveau à avoir brisé la loi du silence. Et l'aboutissement de votre combat de 30 ans, c'est de voir aujourd'hui ce débat mis sur la place publique, et c'est aussi votre toute récente nomination au Comité national olympique et sportif français en tant que présidente de la commission contre les violences sexuelles et les discriminations. Vous avez évidemment, votre témoignage est très précieux. Merci infiniment d'être avec nous, Catherine Moyon-Debac. Merci à vous. Frédéric Havy, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le colonel, le commandant du groupement de gendarmerie des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Jean-François Wüst, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du GDOS, le comité départemental olympique et sportif des Vosges. Et enfin, Fabienne Bourdet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué ministériel à la lutte contre les violences et les luttes contre les violences dans le sport, tout simplement. Nous sommes ensemble pour une petite heure pour poser les bases autour de cette problématique appelée à ne plus en être une au regard de tout ce que nous allons expliciter ici. C'est une émission publique, donc avec les spectateurs ici présents dans cette salle de cinéma. Il va y avoir une interaction avec le public. Jean-François Wüst, avec votre équipe du comité départemental olympique et sportif des Vosges, que vous présidez depuis tout récemment. Vous êtes à l'initiative de cette soirée. Pourquoi et comment ce combat est devenu une priorité pour vous ? C'est une priorité parce que c'est une politique publique et le mouvement olympique aussi s'est emparé de cette politique publique pour qu'on puisse, comme il a été dit tout à l'heure aussi, arriver aussi sur la prévention de l'enfance, enfin, sur la protection de l'enfance et des enfants dans les clubs sportifs, mais pas que. Et donc il fallait vraiment que le GDOS des Vosges, qui est toujours, moi je suis plus comme un animateur de projet plus qu'un président, et on débat de sujets qui ont bien entendu rapport avec le sport et des sujets de citoyenneté. Et c'est vrai que cette thématique, qui est quelque chose de fort, quelque chose qui est dans la liberté de la parole, quelque chose de novateur. On a souvent parlé de termes que je n'aime pas, d'omerta, mais c'est vrai qu'on a pu le voir. Il faut absolument qu'on impulse une dynamique, et le mouvement olympique est là pour ça, à côté des services de l'État, pour qu'on puisse avoir une protection des acteurs du sport, quels que soient les acteurs du sport, que nos clubs, quelles que soient les disciplines, soient véritablement engagés dans la démarche d'honorabilité des dirigeants. C'est quelque chose qui est aussi novateur, c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs, et comme l'a dit Catherine en préambule, il y a vraiment une ère nouvelle de libération de la parole, et c'est vrai qu'on se devait, nous, terre d'innovation aussi dans les Vosges, de porter la parole et de lancer le débat, un débat qu'on veut aujourd'hui novateur, constructif, mais surtout dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt des pratiquants. Voilà, mineurs ou pas, hommes, femmes, et dans les Vosges, au niveau du GDOS, même avant mon arrivée, on a toujours lutté contre toute forme de discrimination dans le sport.
énormément de choses qui résument le contenu de cette émission, le contenu de ce débat, les différents acteurs, les différentes mesures, les différents niveaux d'intervention. Évidemment, on va essayer d'être assez concret et explicite là-dessus. Catherine Moyon-Debac, je l'ai dit donc en introduction, vous avez été la première sportive française de haut niveau à révéler des agressions sexuelles. C'était à l'Institut national du sport. S'en est suivi un long et fastidieux combat administratif et judiciaire. Aujourd'hui, ce débat arrive enfin sur la place publique. On parle de prise en charge des victimes, on parle d'opérations de prévention. On va se détailler certains points tout au long de cette émission. C'est pour vous, j'imagine, un énorme soulagement, mais c'est aussi et surtout que le début. Oui, absolument. Je pense que nous n'en sommes qu'au début. Ce qui n'était pas normal, c'est que pendant des décennies, tout le monde savait et tout le monde se taisait, tout le monde détournait le regard, personne ne voulait savoir et en même temps, tout le monde savait que ça existait. Donc, bien sûr, ça n'est que le début. Et quand nous parlons de la libération de la parole, qu'est-ce que nous faisons de cette parole ? Le défi est immense, mais libérer la parole, c'est une chose. Ensuite, il faut construire. Il faut protéger les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, mais il faut aussi faire en sorte que ça n'arrive plus. Et donc, en fait, je pense que, à travers mon expérience douloureuse, et d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de préciser que la justice a reconnu les faits, elle a condamné les agresseurs, elle a aggravé les peines en appel, parce que autrement, en fait, tout aurait dû se passer en cour d'assises, mais il y a eu de telles pressions au plus haut niveau de l'État que finalement, moi, ce que je voulais, c'est que la vérité soit connue et que mes agresseurs soient reconnus coupables. J'étais dans un état tel que je n'avais pas d'autre volonté. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la première fois, la responsabilité fédérale a été reconnue par la justice française, mais surtout, pour la première fois dans l'histoire, la responsabilité de l'État a été reconnue par la justice française. Et ce qui a été terrible dans ma propre histoire, mais que je veux être dont je veux en fait parler pour que la suite soit constructive, c'est que finalement le sport français a préféré protéger les agresseurs qui ont continué leur carrière en participant aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe, alors que les victimes, elles étaient priées de se taire et elles étaient priées de disparaître. Or, j'ai refusé de mourir, j'ai refusé de mourir, j'ai refusé de disparaître parce que c'était pas juste. J'avais juste dit la vérité. Et en fait, j'ai parlé pour ne pas mourir, j'ai parlé pour que la vérité soit connue, et j'ai parlé pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est se servir du passé pour construire au présent pour l'avenir. C'est ça qui compte. Et je pense que dans mon histoire, il y a ce drame, une succession de situations dramatiques. J'aurais pu ne pas en réchapper, je reviens de très loin. Et surtout, chaque fois que j'ai tendu la main, eh bien, en fait, on m'enfonçait la tête sous l'eau au lieu de m'aider. Et en fait, le plus terrible pour moi, c'est je pensais que l'autorité allait me protéger. Je pensais que l'autorité allait me tendre la main, m'aider à retrouver mon équilibre. Et heureusement, sur mon chemin, j'ai rencontré des hommes et des femmes admirables. Et je veux en citer deux parce qu'ils sont proches de moi. Maurice Herzog, qui a tellement compté dans ma reconstruction, et Son Altesse Sérénissime, le prince souverain Albert II de Monaco, qui m'a permis de continuer à croire dans les valeurs olympiques. Et j'insiste aujourd'hui pour vous dire que ce qui m'a permis de tenir, c'est de continuer à croire dans ces principes éthiques, éducatifs, humanistes et environnementaux. Ce sont ces valeurs de l'olympisme qui m'ont permis de ne pas mourir et de croire que l'avenir existait malgré tout. Et c'est pour ça que je veux vous transmettre ce que je ressens, mais cette expérience aussi, mais de vous dire que il faut que nous nous saisissions de ces valeurs de l'olympisme, de ces valeurs du sport, parce que c'est la France du sport et de l'olympisme dont il est question, surtout dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024 et des Jeux Paralympiques également. Et franchement, si nous nous levons tous en disant que nous voulons la tolérance zéro, que nous n'admettons plus ces violences, et que le sport, qu'est-ce que c'est le sport? C'est que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes s'épanouissent, grandissent, deviennent des hommes et des femmes bien et libres dans leur corps et dans leur tête. Mais nous tous, nous avons une responsabilité. Et si tous ensemble nous nous levons, eh bien nous allons faire reculer les violences. Et ça n'est pas hier, aujourd'hui ou demain, c'est urgent, c'est prioritaire, c'est dans l'instant, ici et maintenant. Et ensemble, tous ensemble, toutes ensemble,
il n'y a aucune raison que nous n'y parvenions pas. Il faut simplement que nous soyons solidaires, que nous agissions chacun et chacune à notre niveau de responsabilité et d'action. Et encore une fois, je le dis, ça n'est pas une fatalité. De façon tout à fait humble, quand on voit tout ce qui m'est arrivé, et je peux vous dire que sur plus de 20 ans, c'est compliqué et c'est difficile, et que le fait de ne pas avoir d'avenir, d'être accusé de ternir l'image du sport français, simplement pour avoir dit la vérité, et pour avoir osé résister, et pour avoir refusé de mourir. Donc, il faut se servir de cette expérience pour que, évidemment, ça n'arrive plus, et nous allons en parler, beaucoup de mesures sont en train de se mettre en place, et franchement, je veux vous transmettre cette confiance qui grandit, cette espérance que nous allons construire ensemble dans l'exigence de vigilance naturellement. Mais n'oubliez pas que le sport, c'est vraiment avant tout la joie de vivre, la transmission des émotions, la passion, et que malheureusement, comme dans la société, le sport est confronté aux violences. Mais encore une fois, je pense qu'il faut simplement se dire que nous devons réunir nos forces pour trouver des solutions, et que vraiment ces violences s'arrêtent, mais en même temps célébrer toutes les belles valeurs du sport, parce qu'elles existent aussi, et que c'est important de parler de ces deux notions. Pas simplement du côté négatif, mais aussi de transmettre cette confiance et cette espérance que nous devons continuer à renforcer, parce que c'est important, et en même temps cette exigence de vigilance, parce que je le rappelle, il s'agit de sauver des vies, il s'agit de protéger des vies, il s'agit de consoler des vies, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et au-delà des hommes et des femmes, de toutes les générations confondues. Et c'est la France du sport et de l'olympisme, et vous en faites partie, et au-delà de la société tout entière. Catherine Moyon-Debac, merci beaucoup pour ce long propos d'introduction, j'ai envie de dire, mais non, mais il n'y a pas de souci, évidemment, votre témoignage est éminemment précieux, et surtout, on sent un enthousiasme voilà, à faire tomber certains murs, c'est évident. Et vous allez nous détailler dans quelques instants cette volonté, bien sûr. Et le courage, comme dit Jean-François Wüst. On s'est donné pour objectif dans cette émission, messieurs, dames, d'être le plus concret possible. Et avant justement de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter un extrait du témoignage que la ministre déléguée chargée des Sports a spécialement enregistré pour cette soirée. Elle nous liste succinctement des mesures qu'on va se détailler, évidemment, liste succincte des mesures mises en place et accompagnées par le ministère des Sports. L'accompagnement de la libération de la parole et l'attention portée aux victimes, ainsi qu'aux lanceuses et lanceurs d'alerte. Le traitement des signalements avec la cellule dédiée qui a été créée au sein de mon ministère et le suivi des enquêtes administratives qui se déroulent sous l'autorité des préfets. La prévention auprès des publics, auprès des éducateurs, leur formation également, celle des éducateurs et celle de l'encadrement. Et une mesure forte, le contrôle de l'honorabilité de tous ceux qui interviennent auprès des mineurs, dans les clubs et dans les structures sportives. Ces chantiers sont vastes, mais ils sont majeurs, et malgré la crise sanitaire, nous les avons poursuivis et nous les poursuivrons aussi longtemps que nécessaire. Parce qu'il en va de l'intégrité d'être humain, de la protection de notre jeunesse et de la crédibilité du monde sportif aux yeux de la société. Vous le savez peut-être, ces sujets seront désormais au cœur des contrats de délégation qui lient le ministère des Sports aux fédérations sportives. Et également au cœur des contrats d'engagement républicain qui seront souscrits par toutes les associations sportives. Il s'agit d'une responsabilité du mouvement sportif. Voilà, Roxana Maracineanu, évidemment, qui a donné quelque part l'architecture de nos échanges à venir. Détection, accompagnement, prévention, formation. Fabienne Bourdet, en matière donc de détection et de signalement d'agression sexuelle ou de discrimination. On parle de violence sexuelle, mais il est aussi, évidemment, nous avons dans les têtes aussi les discriminations. Comment ça se passe aujourd'hui, et surtout, qu'est-ce qui doit être mis en place pour accompagner ce qui est à la base, à savoir la libération de la parole? Alors, merci de me permettre d'expliquer finalement très concrètement
ce qui a été initié depuis maintenant 2 ans, comme la ministre l'a évoqué, a été mise en place au ministère des Sports, à la direction des Sports, une cellule qui est dédiée au recueil des signalements de violences sexuelles. Alors pourquoi la ministre était-elle attachée à la mise en place de cette cellule? Eh bien, sans doute avez-vous en tête que la déflagration que nous avons connue fin 2019, début 2020, dans le prolongement des témoignages antérieurs comme celui évidemment de Catherine, c'est une enquête disclose de fin 2019 qui met en évidence plusieurs dizaines de témoignages de victimes qui avaient à l'époque pourtant relaté les faits dont elles avaient été victimes, avec parfois des mesures judiciaires qui avaient pu être prises, mais qui mettaient en évidence qu'alors même que des condamnations avaient été prononcées, les personnes étaient toujours en situation de responsabilité dans notamment les clubs sportifs, mettant ainsi en évidence, il faut bien le dire, une faillite globale du système, faute d'un travail de liaison, on va le dire, comme cela, entre les différentes institutions. Donc l'objectif de la cellule, c'est de pouvoir recueillir les signalements avec une boîte dédiée, dont je pense qu'on pourra donner l'adresse dans le cadre de allez-y, c'est l'occasion. l'émission. Donc signal-sport avec un s, @sport avec un s.gouv.fr. Et avec un objectif, c'est qu'à chaque signalement, il y ait une traçabilité des suites qui auront été données. Et c'est sans doute ce qui est encore mal connu lorsqu'il s'agit de violences dans le sport, bien évidemment, et Catherine l'a dit tout à l'heure, on parle souvent de délits, voire de crimes, donc bien sûr l'autorité judiciaire doit être saisie, soit par la victime parce qu'elle aura porté plainte, soit par son environnement ou les institutions qui auront à saisir obligatoirement, c'est une obligation, le procureur de la République, mais à côté de ces procédures judiciaires, il existe des procédures qui sont de la responsabilité du ministère des Sports et mises en œuvre très concrètement par les services du ministère sous l'autorité des préfets de département et qui peuvent permettre de prendre des mesures qui sont indépendantes de la procédure pénale et qui très concrètement, puisque vous demandiez à ce qu'on soit concret, peuvent conduire à une mesure d'interdiction d'exercer, par exemple, d'un éducateur sportif. Et alors même qu'il n'y aurait pas de condamnation pénale. Et parce que nous sommes dans le monde du sport, et Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, si le mis en cause est un licencié d'une fédération sportive, il est aussi de la compétence de la fédération de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de son licencié. Donc vous voyez qu'il y a différentes procédures qui cohabitent, ce qui évidemment revêt une certaine complexité, mais qui ont vocation de protéger le public et pas seulement de sanctionner. Ça, c'est évidemment de la compétence de la justice. Et donc aujourd'hui, enfin depuis 2 ans, on est à plus de 650 signalements qui sont traités aujourd'hui au niveau national en lien avec nos services et qui donnent lieu à des procédures. À tout le moins, à chaque fois, des investigations. Alors évidemment, il n'y a pas forcément des décisions administratives à l'issue de toutes les enquêtes, mais en tout cas, il y a un suivi qui est assuré au niveau national et qui donne lieu régulièrement à des bilans présentés par la ministre. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, comment se vendent-ils ces 650 signalements ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que 90% des signalements qui nous remontent sont des signalements qui relèvent de faits de violence à connotation sexuelle. Je ne les qualifie pas. Et 10% de phénomènes de violence psychologique, voire physique, à l'entraînement, sans connotation sexuelle, en tout cas dans un premier temps. Parce qu'on s'aperçoit, en mettant en place les enquêtes, que souvent, c'est le terreau de violences, y compris de violences sexuelles, qui interviennent. D'ailleurs, le film en est une très très belle illustration. Vous dire aussi que plus de 80% des signalements concernaient des victimes mineures au moment des faits, et que sur ces victimes mineures, plus de 60% étaient des mineurs de moins de 15 ans, donc des enfants. On parle d'enfants.
Donc vous comprendrez que ces constats nourrissent la stratégie de prévention que nous mettons en place et qui vise, comme ça a été dit tout à l'heure, prioritairement la protection des plus vulnérables et en particulier des enfants les plus jeunes, puisque à la différence de ce qu'on voit dans le film, l'essentiel des signalements que nous avons à traiter ne se déroule pas dans le cadre de structures qui s'inscrivent dans la recherche de la performance jusqu'au plus haut niveau, mais bien dans des activités dites de loisirs quotidiennes, comme on en trouve dans tous les clubs, voilà. Et quand je vous aurais dit que 90% des départements sont aujourd'hui concernés par au moins une affaire et plus de 50 fédérations par au moins une affaire. Donc ça veut dire que ça touche toutes les disciplines et l'ensemble du territoire national. Frédéric Naon, procureur de la République d'Épinal, que vous inspirent ces chiffres de prime abord comme ça? Alors, ces chiffres, on peut les analyser de deux façons. On peut évidemment s'inquiéter de ce nombre de faits, évidemment, mais aussi se dire que oui, la parole se libère et que les victimes arrivent à parler. Qu'il y a des enquêtes, qu'il y a ensuite des sanctions qui sont prononcées. Alors, on ne peut pas, on ne doit pas même rester insensible au témoignage qu'on vient d'entendre, madame, au film qu'on a Rapprochez bien le vu. micro. Que l'on a vu. On ne doit pas rester insensible. C'est un véritable fléau et il faut agir. Alors, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, madame Moyon-Debac, tout à l'heure sur la notion de course de relais. On a l'habitude de parler de marathon judiciaire, mais effectivement, cette notion de course de relais, elle est extrêmement importante parce que le relais, on le représente là autour de cette table. Ce sont les différents acteurs qui doivent effectivement passer ce relais pour aboutir derrière à une décision. Alors, ça sera peut-être un classement sans suite à la fin, mais une décision qui sera prise par l'autorité judiciaire. Mais cette notion de relais, elle est extrêmement importante. Cette notion de relais, elle s'applique au cours de les différentes étapes. Alors, on l'a vu, il y a la prévention d'abord, la détection, la révélation, l'enquête. Je laisserai évidemment le colonel tout à l'heure expliquer tout ça. L'enquête, le procès aussi, qui est extrêmement important pour la victime, pour l'auteur aussi. Et puis, même dans le cadre de l'exécution de la peine, on vient d'en parler, parce que, évidemment, ça ne s'arrête pas à la sanction. Il faut aussi, à ce moment-là, également se parler et signaler, effectivement, la condamnation, qu'il y ait ou pas, d'ailleurs, interdiction d'exercer, interdiction judiciaire, j'entends, de rentrer en contact avec des mineurs. Normalement, elles sont prononcées, mais même indépendamment de ça, il faut que l'autorité judiciaire communique avec l'autorité administrative sur ces sujets. Allez, on va se redétailler certains points dans quelques instants. Vous avez parlé, Fabienne Bourdet, des fédérations. Je vous propose de voir une interview de la Fédération française d'escrime avec certaines fédérations. Exemple d'une des fédérations françaises, il y en a 108 en France, fédérations sportives. Donc, exemple d'une des fédérations qui a pris à bras-le-corps cette problématique via notamment la commission d'éthique et de déontologie. Certaines fédérations en avaient, d'autres n'en avaient pas. Certaines fédérations ont donné une nouvelle ambition à cette commission d'éthique et de déontologie. On écoute Jacqueline Felzin de la Fédération française d'escrime. Cette commission éthique et déontologie, qui n'existait pas jusqu'alors, a vocation en fait à définir avec précision toutes les actions que l'on souhaite voir se déployer, se développer, et notamment au niveau des postures comportementales, des attitudes qui sont en direction du respect de l'individu. Par notion de respect de l'individu, on comprend en fait tous les individus, quelle que soit leur spécificité. Et donc par là, nous amène aussi donc, à sensibiliser sur la discrimination sexuelle, sur le genre, sur en fait toutes les particularités sociétales qui nous viennent, puisque la Fédération française d'escrime est une cité en miniature qui ne doit pas s'extraire en fait de ses devoirs par rapport au respect de l'individu.
Les fédérations sont des cités en miniature, nous dit Jacqueline Felzin de la Fédération française d'escrime. Il y avait un autre témoignage de sa part, c'était par rapport à la citoyenneté. Les sportifs, les licenciés, les athlètes de haut niveau sont avant tout des citoyens, sont comme des citoyens lambda. Fabienne Bourdet, quid de l'importance de la prise en compte de cette nouvelle... Enfin, ce n'est pas une nouvelle problématique, de ce nouveau regard sur cette problématique sur l'ensemble des fédérations. Voilà, la Fédération française d'escrime, la commission vient d'être créée. On est au début de quelque chose. Alors, oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, toutes les fédérations ne sont pas forcément au même degré d'avancement dans la prise en compte de ce dossier, de ce sujet qui, il faut le rappeler, je crois que c'est un sujet très difficile. Hein, c'est un sujet très difficile. Et comme je le dis parfois avec les équipes avec lesquelles je travaille, on a beau les uns et les autres déployer beaucoup d'énergie pour travailler sur des guides, sur des chartes, etc. Le jour où on est confronté à cette situation-là dans un club, dans une fédération, etc., c'est toujours très difficile. Et donc, toutes les fédérations, y compris en fonction de leur taille, etc., n'ont pas le même degré de structuration. Certaines fédérations ont des directeurs juridiques, d'autres n'en ont pas, etc. En tout cas, ce qui est aujourd'hui généralisé, et ça l'a été à la demande de la ministre, c'est que dans chaque fédération aujourd'hui a été désigné un référent qui est l'interlocuteur de la cellule que nous animons au ministère des Sports et qui nous permet de communiquer sur les affaires, alors évidemment dans le respect des clauses de confidentialité indispensables au traitement de ce type d'affaires, mais qui permettent, parce que c'est un argument qui a été développé par les présidents de fédération au moment de l'enquête disclose, mais aussi au moment du témoignage de Sarah Bitbol début 2020, dans le patinage artistique, je pense que vous vous en souvenez tous, des présidents de fédération ont dit ben oui, on nous reproche de ne pas avoir agi, mais parfois si nous n'avons pas agi, c'est parce que nous ne savions pas. Et c'était pour part vrai. Donc c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui aidé aussi les fédérations à s'organiser pour pouvoir être les interlocuteurs des pouvoirs publics sur ces questions-là. Alors, les fédérations, elles sont autonomes, donc bien sûr, chacune choisit l'organisation qui lui correspond le mieux. Mais une chose est sûre, c'est que les commissions éthique et intégrité, elles sont normalement obligatoires, et que bon voilà, elles sont en train de se constituer. Nous nous adressons en partie à du grand public. Qu'est-ce que vous entendez par normalement obligatoire ? Elles sont obligatoires parce qu'elles sont prévues dans les textes. Mais si vous dites normalement obligatoire, ça veut dire que certaines fédérations n'en ont pas, se sont pas encore structurées pour prendre en charge tout cela. Oui, et ce qu'on peut dire, c'est que la ministre l'évoque en évoquant le contrat de délégation. Ce qu'on peut dire, et parce que voilà, on s'adresse à un grand public ce soir, c'est que on a des dispositifs législatifs et réglementaires qui sont relativement complets sur ces sujets-là, mais on est globalement, comme sur d'autres sujets de la vie sociale, confronté à un défaut d'application d'un certain nombre de textes. On pourra y revenir sur l'honorabilité, par exemple, qui fait que si aujourd'hui on appliquait les textes tels qu'ils sont prévus, on aurait un système de sécurité qui serait, on n'est jamais au risque zéro, mais qui serait très protecteur. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Catherine Moyon-Debac. Oui, je voulais simplement compléter ce que vient de dire Fabienne Bourdet. Sous l'autorité de la présidente du Comité national olympique et sportif français, Madame Brigitte Henriquez, et dans mes responsabilités de présidente de la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport avec un élu, Jean Zungrana, que j'ai cité tout à l'heure, en fait, nous sommes très conscients de cette réalité. Et c'est aussi notre rôle, en accompagnant les fédérations olympiques, non olympiques et affinitaires, de veiller justement à faire un rééquilibrage. Et nous sommes en train de travailler aussi sur des passerelles entre des fédérations qui sont en avance, qui pourraient aider d'autres fédérations. Je pense que la transversalité est importante. Et déjà au sein de la commission,
nous travaillons avec la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, avec la commission juridique naturellement, avec la commission des territoires. Enfin, je pense qu'il y a l'horizontalité, mais aussi la transversalité. Et je pense que la solidarité et de créer des passerelles, alors il y en a qui existent déjà, il y en a d'autres, beaucoup d'autres à construire. Exemple Je entre pense la que c'est Fédération important. française d'escrime et la Fédération française de Voilà, judo. absolument. Et je pense que c'est aussi comme ça que des petites fédérations ou des fédérations qui ont moins de moyens, en tout cas je sais que la présidente du CNOSF, qui est, comme je vous l'ai dit, très engagée dans cette question qui est prioritaire, veut aider financièrement, mais aussi par des actions et par des interventions et par des aides différentes, à faire en sorte qu'il y ait un rééquilibrage pour que partout sur le territoire français, les 108 fédérations, et dans les fédérations, il y a beaucoup de clubs, hein, vous le savez, et donc c'est important aussi qu'il n'y ait pas des endroits en France où les gens sont démunis, où ils se sentent abandonnés, où ils n'ont pas les moyens de trouver des solutions. Et effectivement, ce problème des violences dans le sport, je comprends que les dirigeants soient démunis et que ce n'est pas toujours facile. Je voudrais juste dire quelque chose parce que je pense que c'est important. Je trouve que les référents, c'est une excellente idée. Mais je pense que pour responsabiliser, il faut qu'au plus haut niveau de la hiérarchie, jusqu'en bas, que la tolérance zéro, ce soit la norme. Donc ça veut dire que les présidents, ils ne déchargent pas ni sur d'autres responsables de la fédération, ni sur les référents, ni sur des associations. Ils sont responsables. C'est à eux, au sein des fédérations, d'organiser le fonctionnement pour lutter contre les violences. Le CNOSF s'est engagé à les aider, Comité les services national. de l'État également. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important parce que je l'ai vécu, mais ce que j'observe encore aujourd'hui, c'est que c'est toujours ah ben non, c'est pas chez nous, c'est chez les autres. Ah non, non, c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité. Non, non, non. La responsabilité, chaque président de fédération, il y a 108 fédérations, est responsable. Et c'est à lui qu'incombe l'organisation et d'avoir des référents ou d'autres personnes en lien avec les services de l'État également. Mais voilà, c'est important. Je me permets d'insister parce que il y a beaucoup de bonne volonté, il y a des bonnes pratiques et nous allons les développer, nous allons inventer aussi d'autres solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi voir où sont les freins. Mettez bien le micro devant vous. Il faut aussi voir où sont les freins. Il faut aussi voir où sont les blocages. Et donc, avec bienveillance, mais avec fermeté, nous, en tout cas au sein de la commission, je peux vous dire que nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, parce que j'ai voulu une commission commando. Commando parce qu'il y a urgence. Il s'agit encore une fois de sauver des vies, de préserver des vies, de consoler des vies. Et donc, c'est important, j'insiste là-dessus, parce que si, au plus haut niveau de la hiérarchie, les responsables assument et ne fuient pas leurs responsabilités, eh bien tout le monde va prendre à bras le corps ce problème. Si on voit, si les gens plus bas dans la hiérarchie voient que finalement les responsables déchargent la responsabilité, ah ben ça va continuer. Et donc c'est important de débloquer ce qui ne fonctionne pas, mais toujours dans la bienveillance. Ça, j'insiste là-dessus. En même temps avec beaucoup de lucidité, beaucoup de volonté, et en même temps avec une exigence de chaque instant. Et il y a tout ça part du terrain, et sur le terrain, il y a vous, notamment les gendarmes, évidemment. Colonel Frédéric Havy, je vous tends le micro pour préciser que, voilà, que les gendarmes sont en charge, bien sûr, de la sécurité et des enquêtes dans les petites villes, dans les zones rurales. Je précise qu'il y a dans la salle un représentant de la police nationale, en charge, évidemment, de la sécurité et des enquêtes dans les plus grosses villes, les villes de taille moyenne. Tout ça pour dire que vous êtes, vous, un relais, les gendarmes, un relais de proximité. Ma question, comment la gendarmerie aborde-t-elle cette problématique, notamment dans les zones rurales? Dans les zones rurales notamment, puisque nous couvrons 95% du territoire. Alors très clairement, la mission première du gendarme, c'est de protéger la population. Et la population que nous devons protéger en priorité, c'est la population la plus vulnérable. Les victimes de violences sexuelles sont donc évidemment une population à protéger en priorité de notre point de vue. Nous avons donc énormément investi sur le sujet. Mettez bien le micro devant votre bouche. Sur la question des atteintes des violences sexuelles, je dirais qu'il y a trois sujets. Il y a d'abord la prise en compte de la victime, il y a le traitement de l'auteur, il y a aussi la prise en compte du témoin ou du sachant plus largement, puisqu'il ne sera pas forcément directement témoin des faits. C'est peut-être quelqu'un à qui la victime s'est confiée, ça fait être le cas dans le film. Alors, la prise en compte de la victime,
Nous avons fait énormément d'efforts de formation, d'efforts d'investissement sur le sujet. Nous avons notamment adapté nos locaux de gendarmerie de façon à faciliter l'accueil, l'isolement de la victime pour qu'elle puisse parler en toute discrétion, se confier en toute discrétion aux gendarmes. Ça a nécessité pas mal de travaux. Nous avons aussi fait des efforts de formation. Au moment où je vous parle, j'ai une 50aine de gendarmes qui sont spécifiquement formés à la prise en compte de victimes de violences dans le département. Et cette année 2022, nous allons engager une action de formation pour la totalité des effectifs de gendarmerie. J'aurai bientôt, en fin d'année, plus de 500 gendarmes qui auront suivi un cycle de 8 heures de formation spécifique sur la prise en compte des victimes. Bon, le travail de terrain, sur le tout petit terrain, sur les petits territoires où certaines informations remontent plus facilement évidemment qu'en zone urbaine. Votre rôle est essentiel. Oui, et la vraie difficulté, vous parliez de l'enquête, la vraie question ce n'est pas l'enquête, c'est effectivement l'information. Le signalement. Effectivement le signalement. Donc le signalement peut venir de la victime, peut venir d'un sachant, et c'est extrêmement important, puisque, bon, je ne vais pas déborder de la question du traitement de l'auteur, peut-être monsieur le procureur l'abordera, mais la question du sachant est centrale, puisque ça peut être quelqu'un, un encadrant, un ami, la famille. Il y a un certain nombre de signes importants à déceler de l'environnement familial d'une victime, de la part de l'environnement familial d'une victime, et ce sachant doit absolument en parler, doit absolument signaler. Il est parfois tenu par la loi de le faire. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un agent de l'État. Un agent de l'État est tenu par article 40 de signaler à monsieur le procureur les délits et crimes dont il a connaissance. C'est aussi le cas lorsqu'on a affaire à des violences sexuelles sur des mineurs. Là, tout citoyen est tenu de le signaler au procureur dans ce cas-là. Mais qu'il soit tenu par la loi ou pas, il s'agit de crimes ou de délits graves qui brisent des vies, il faut absolument en parler. Et comment en parler? Tout simplement, en cas d'urgence, le 17, ne vous posez pas de questions, quelque chose vient de se passer, faites le 17, la gendarmerie arrivera. Ou vous allez au contact du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, poussez la porte. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez aussi, je pense notamment aux jeunes qui sont assez facilement sur leur téléphone portable, vous pouvez aussi prendre contact avec la brigade numérique. La brigade numérique est un outil extraordinaire. Nous avons de plus en plus de signalements par la brigade numérique. Vous tapez brigade numérique sur un moteur de recherche et vous tombez sur une unité spécifique dédiée sur laquelle nous avons des gendarmes qui répondent H24 aux sollicitations. Il y a un chat notamment qui permet de se renseigner. Donc c'est valable pour les victimes ou pour les sachants. Vous avez besoin de vous renseigner, prenez contact avec cette brigade numérique. Le contact s'établira, vous obtiendrez des informations et vous pouvez déclencher des signalements par ce biais-là. Et c'est extrêmement important. Si vous voulez, Frédéric Naon, au niveau de la justice et de la prise en compte de cas, on garde en tête les 650 cas. Donc ça, on est d'accord, c'était sur l'année 2021 ? 2 ans, pardon, sur 2020, 2021, 650 cas. Avec les statistiques, un petit tableau aurait été top, effectivement, on aurait, histoire de bien se mettre ça en tête pour prendre le pouls, évidemment, de cette problématique en chiffres. Vous voyez une évolution récente d'affaires qui viennent, évidemment, devant l'organe judiciaire? Oui, alors évidemment, je ne vais pas évoquer des affaires en cours, évidemment, mais il y a effectivement une augmentation de façon générale des révélations de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de viols. Et dans le domaine du sport, ça n'y échappe pas non plus, ce qui est aussi un bon signe que la parole se libère. Alors pour compléter ce que vient de dire le colonel, la notion de preuve, elle est essentielle parce qu'elle est au cœur évidemment du traitement de l'enquête et de la décision que le procureur va prendre, la juridiction ensuite si elle est saisie aussi. Et plus on révèle tôt, mieux, plus les preuves sont faciles à réunir. Et évidemment, dans ce genre de fait, la libération de la parole, elle n'est pas facile. La souffrance, la prise de conscience, elle peut prendre des mois, des années parfois. Hein, et évidemment, l'enquête, elle est dans ce cas-là plus compliquée. Parce que les témoins, il faut les retrouver, il faut les entendre. Mais pour autant, l'enquête, elle doit aussi aboutir, même quand les faits sont anciens. Et je parle de ça parce que grâce
aux interventions, notamment de ce soir, il y a, et je l'espère, des victimes, peut-être qui ont été victimes il y a 10, 20 ans, qui vont oser parler. Je crois que le message qu'il faut passer ce soir, c'est qu'il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle et on dispose maintenant d'un arsenal législatif qui permet de traiter et de faire condamner des auteurs, même pour des faits très anciens. Alors voilà, j'y reviendrai si vous le souhaitez, sur la notion de prescription, etc. Mais voilà, on a maintenant, et le législateur a clairement pris les choses en main, hein, et tout un arsenal, encore une fois, qui nous permet de traiter, y compris des faits très anciens. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose de parler de nouveau de la Fédération française d'escrime et Jacqueline Felzin, donc la présidente de la commission d'éthique et de déontologie de la Fédération française d'escrime, qui nous parle également de chiffres en ce qui les concerne. Depuis la mise en place de la commission éthique et déontologie, nous avons de plus en plus de plaintes sur le versant comportemental. C'est-à-dire que des attitudes qui étaient, entre guillemets, tolérées ne le sont plus, du fait que nous avons rédigé une charte éthique et déontologie dans laquelle nous définissons avec précision ce qu'il convient d'adopter et ce qui est répréhensible. Et dans ce registre-là, la mise en place de ce dispositif de signalement de faits graves et la collaboration étroite avec la commission discipline nous a amené en fait à déjà instruire un certain nombre de dossiers. Donc entre le mois de septembre et le mois de décembre, nous avons dû étudier 6 cas spécifiques de conduite dans lesquels on inclut aussi un fait d'agression sexuelle et environ 5-6 conduite non adaptée. Catherine Moyon-Debac, comment... alors, chaque fédération est organisée différemment, on l'a bien compris avec votre intervention tout à l'heure, Fabienne Bourdet. Comment concrètement, globalement, les fédérations ou évidemment par l'intermédiaire du Comité national olympique et sportif, comment sont accompagner les victimes et quelle prise en charge leur est proposée? Il y a plein de dispositifs, notamment parce que les fédérations se font aider par des associations diverses et variées. Pour ce qui est des plus jeunes, des associations de protection, d'aide à l'enfance notamment, impossible de les citer toutes. Globalement, dites-nous les dispositifs, les accompagnements qui fonctionnent. Alors c'est un peu compliqué de vous le dire maintenant parce que la commission que je préside est nouvelle et nous avançons beaucoup, mais je ne peux pas annoncer sans que ce soit validé les premières mesures. Par rapport aux fédérations, je trouve que c'est important qu'elles soient en relation avec des associations, mais comme pour les référents, je pense qu'il faut que nous arrivions au fait que chaque fédération trouve en son sein les solutions pour régler à l'intérieur de la fédération les problèmes et ne pas essayer d'aller voir à l'extérieur parce que ce que je remarque, hein, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste que nous devons trouver des solutions. C'est que c'est facile, j'ai entendu beaucoup de présidents qui disent « Ah bah oui, on a signé auprès d'une association, ils s'en occupent, puis on a un référent, donc c'est bon. » Eh ben non, c'est pas possible. Alors que les fédérations décident de travailler pendant un temps donné avec des associations et évidemment avec des référents, c'est très bien. Et encore une fois, ça n'est pas de dire que ça n'est pas bien, c'est simplement que c'est insuffisant et que je pense honnêtement qu'il ne faut pas déporter les solutions, mais même les mesures, et qu'il faut, et c'est d'ailleurs ce que, évidemment, je voudrais bien vous dire certaines choses, mais nous avons déjà bien avancé, des premières mesures se dessinent, qui sont innovantes, mais je ne peux pas me permettre de vous en parler maintenant parce qu'elles ne sont pas encore complètement précisées, et qu'au sein de la commission... La prochaine échéance, on peut la dire, c'est avril. C'est ça, oui, avril 2022. Oui, parce que nous allons organiser à la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport du CNOSF les premières assises internationales de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations. Donc c'est un premier temps fort, mais nous avons déjà eu un temps fort lors de la réunion plénière du 18 janvier 2022.
Et il y a vraiment une dynamique qui se met en place. Mais encore une fois, ce sont les actions du Comité national olympique et sportif français sous l'autorité de sa présidente Brigitte Henriquez, mais aussi en lien avec les partenaires publics et privés. Et alors pour répondre, parce que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, C'est vrai. mais je suis consciente de cela, mais en fait pour l'instant c'est un peu compliqué parce que les fédérations sont souvent un peu perdues encore, rien n'est encore vraiment défini et que nous sommes en train d'harmoniser justement la situation et les solutions pour faire des propositions concrètes, parce que ce que nous souhaiterions au CNOSF, c'est de faire en sorte que nous proposions des process dont les fédérations peuvent se saisir. Alors, en plus de ce qui est déjà existant. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les violences se poursuivent, ça veut dire que nous avons avancé, mais que c'est très insuffisant. Donc, il faut inventer d'autres solutions. Donc, pardon de ne pas répondre précisément, mais les 108 fédérations sont très différentes, comme nous le disions tout à l'heure, avec des moyens différents. Il y a beaucoup d'actions, de dynamique aussi, parce que les gens prennent conscience de cette importance. Et je pense que dans un deuxième temps, je serai en mesure de vous répondre de façon beaucoup plus spécifique. Une Mais actu qu'on va suivre, bien évidemment. voilà, et ce que je voulais dire, c'est que c'est très important d'avancer avec humilité. Nous avons décidé au Comité national olympique et sportif français de réfléchir, de faire des propositions pour ensuite agir et ensuite communiquer. Parce que je remarque aussi que les actions, la communication, si nous communiquons et que ça n'est pas suivi d'effet, eh bien c'est dévastateur. Et quand je dis qu'il faut réinstaurer la confiance dans l'espérance, Mettez bien le micro devant vous. Pardon. Quand je dis qu'il faut réinstaurer la confiance dans l'espérance et avec une exigence de vigilance, ce sont des mots qui sont lourds et qui sont forts. Parce que sans confiance, les gens ne parlent pas. Déjà, vous avez vu la loi du silence, l'omerta, nous parlons d'omerta tout à l'heure. Bien sûr, il y a une évolution extraordinaire et nous devons nous en réjouir. Nous devons saisir justement cette chance et ensemble, vous parliez d'enthousiasme tout à l'heure, il faut que justement ce que nous sommes en train de construire fasse boule de neige et que de plus en plus nous entraînions les gens avec nous. Mais pour l'instant, ce que je remarque, et je pense que vous seriez d'accord avec moi, c'est que sur le territoire français, en fait, il y a plein d'actions qui vont dans tous les sens, mais il n'y a pas de, je dirais pas d'harmonie, mais il n'y a pas encore un recentrage, une concentration avec des propositions et des process qui soient clairs et qui soient définis pour toutes les fédérations. Oui, pardon. Jean-François Wüst, merci beaucoup Catherine Moyon-Debec. Jean-François Wüst, votre regard, si je me permets de réitérer cette question, qu'est-ce qui selon vous marcherait là tout de suite maintenant pour évidemment enregistrer les signalements le plus rapidement possible et surtout accompagner les victimes, bien sûr? Alors, il y a une donnée fondamentale, on le voit bien dans le film aussi. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte et pourtant... Alors, avant la fin de cette émission, Oui. on regardera quand même un extrait de la bande-annonce Oui. de ce film Slalom, parce que Oui. nos téléspectateurs ne l'ont pas vu. Donc, en fin d'émission, je vous promets, on regardera un extrait de la bande-annonce. Bien sûr. Alors, ça paraît évident, mais quand même, il y a aussi, dans des situations telles qu'on a pu le voir ce soir dans le film, il y a aussi une donnée fondamentale, c'est le suivi parental, le suivi de l'éducation parentale. On voit bien que pour que peut-être qu'on arrête d'abîmer des enfants, parce qu'on parle bien d'abîmer des enfants, effectivement, les parents... Alors là, l'autorité parentale, là aussi, où elle existe. Nous sommes dans une société où, par exemple, dans une agglomération comme Épinal, vous avez les familles monoparentales qui ont explosé de 30% sur une dizaine d'années. Donc, c'est pas facile, mais il faut que les parents, là où c'est possible, soient très attentifs au malaise, au mal-être, que peut avoir un enfant, et j'allais dire les changements comportementaux que peut avoir un enfant dans un environnement sportif, quand il rentre d'un club, quand il est pas bien, quand les parents disent va à l'entraînement et ça rechigne, quelque part il doit y avoir des signaux. Alors des fois c'est des signaux faibles, des fois c'est pas toujours facile de les discerner, mais je crois qu'effectivement là on le voit bien, quand un enfant est en perte de repère et qui lui arrive en plus là loin de sa famille, dans une classe sport-études et qu'effectivement donc les repères ne sont pas là, il faut avoir un suivi parental.
même si on est à distance, il faut ne pas, j'allais dire, ne pas lâcher prise, ne pas dire, voilà, ma fille, mon fils sont en sport-études, ça se passe bien, et il faut savoir sentir ces signaux, et c'est pas facile. C'est ça Alors, que je voulais dire. si je peux Voilà. me permettre, dans le petit programme de cette soirée, mais c'est des choses évidemment qu'on retrouve très facilement, notamment sur le web, vous parlez de signaux de détresse à repérer. Il y a 2 types de signaux, 2 grandes familles de signaux, à savoir les comportements de repli et les comportements excessifs. Je donne juste des exemples tout rapides. Comportement repli, bon, perte de confiance en soi et envers les autres, évidemment. Comportement autodestructeur, signe de régression, trouble du sommeil, absence de concentration, baisse des performances, retard répété, absentéisme. Et parmi les comportements excessifs, je vais juste citer logiquement le surinvestissement, la boulimie ou l'anorexie, le surhabillement du sportif. C'est quoi ça? C'est quand le sportif, quelle que soit la discipline, va toujours changer d'équipement, je sais pas, veut une paire de gants de boxe toutes les semaines, un short de foot toutes les semaines, ou quelque part il y a un malaise dans la pratique. Voilà. Et comportement inadéquat, provocation et surtout changement soudain, inhabituel et disproportionné. Ce sont tous ces signaux de détresse qui sont facilement évidemment retrouvables et disponibles sur le web, entre autres. Oui, pardon, juste une minute. Je voulais juste rappeler que les violences, c'était d'abord dans la famille, dans l'église, dans le sport. Jean-François Wüst, on arrive un petit peu au terme dans quelques minutes de cette émission. Sur un département comme le nôtre, qu'est-ce que demain, votre organe, le comité départemental olympique et sportif des Vosges, à votre échelle, entendez mettre en place? Racontez-nous. Eh bien, là, on va attendre donc les résultats de la commission du CNOSF, du Comité national olympique et sportif français. Maintenant, la parole est libérée et on peut voir ce soir des actions transversales, j'allais dire, l'adaptation des services de la justice, l'adaptation des services de gendarmerie à ces maux sociétaux. Voilà, donc j'allais dire que les outils sont là, la boîte à outils est là pour combattre ce fléau, et que nous on peut apporter un soutien, on peut être un relais vis-à-vis donc du ministère des Sports, vis-à-vis des institutions, pour qu'on puisse faire en sorte que les enfants, je le dis toujours, mais il n'y a pas que les enfants, mais que les enfants qui sont abîmés par de telles pratiques, puissent trouver avec, comme l'a dit le colonel, avec les personnes qui peuvent être le déclencheur, le premier pas pour aller voir le gendarme. C'est un peu comme ça qu'il faut le dire. En zone rurale, le gendarme représente encore beaucoup de choses. Il représente l'activité et j'allais dire, la sécurité républicaine, donc si malmenée malheureusement, et qu'effectivement, maintenant, on sait qu'on peut. Et souvent, si on ne sait pas qu'on peut, on ne le fait pas. Hein, on ne le fait pas. Donc maintenant, la parole est libérée. Nous, modestement, humblement, à notre niveau, c'est de susciter aussi là où on va peut-être découvrir des problèmes, d'accompagner les gens avec les fédérations, de mettre en place aussi des formations, de faire monter en compétence le niveau d'encadrement, voilà, et d'expliquer aussi que l'honorabilité, c'est quelque chose qui est, même si ça existe, mais c'est quelque chose de fondamental pour que, à la fois le président d'association, à la fois l'élu qui héberge un club, je le redis, hein, aussi, il m'est arrivé de dire à des élus que l'honorabilité existait, mais que pas toujours facile de faire entendre, et que même si le club il est là depuis 30 ans, 40 ans, et même si le gars on le connaît, voilà, et que quelque part, s'il y a un signal même faible, il faut l'amplifier, parce que je l'ai dit sur ce sujet-là, il ne doit pas y avoir de renoncement pour qu'on arrête d'abîmer les enfants. On a utilisé, monsieur le procureur, vous avez utilisé le terme fléau tout à l'heure. Je ne vous ai pas relancé, Catherine Moyon-Debec, mais vous rejetez ce terme fléau tout simplement parce que ce n'est pas une fatalité. Voilà, exactement. Ça n'est pas... Non, parce qu'en fait, on me l'a fait remarquer, et qu'en fait, quand nous parlons de fléau, ça sous-entend que ce serait une fatalité. Or, non.
Si c'était une fatalité, alors nous allons nous coucher et puis nous décidons que nous ne pouvons rien faire. Et c'est tout le contraire. Notre discours de ce soir à toutes et à tous, c'est tout le contraire. C'est que ça n'est pas une fatalité et que nous allons nous lever et que nous allons gagner contre ces violences. Donc voilà. Et il y avait un autre mot aussi. On m'a fait comprendre que quand nous parlons d'abus sexuels, en fait, c'est comme si abus, ça voulait dire qu'il y a des actes de violence qui peuvent être permis et qu'au bout d'un moment, il y a une limite et qu'il y a un abus. Non, les violences, quelles qu'elles soient, même quand elles commencent, ça n'est pas acceptable et que c'est dès le départ qu'il faut les arrêter. Donc voilà, ce sont des mots, mais les mots ont un sens. Et il faut redonner aux mots leur sens parce que c'est ça aussi qui fonde notre action. Et plus nous serons rigoureux, plus nous serons cohérents, et plus nous serons entendus, et plus les gens vont retrouver confiance, espérance. C'est la cohérence. Voilà, donc voilà, avec Merci humilité, beaucoup. voilà, Merci, pardon. c'était des précisions d'importance, évidemment. Fabienne Bourdet, Jean-François Wüst a évoqué un point qu'on n'a pas pris le temps d'évoquer et on aurait dû, la formation. La formation des encadrants, des bénévoles, des éducateurs sportifs du plus bas niveau au plus haut niveau. Mais là, il y a énormément de travail. Où est-ce que le bas blesse? Les moyens? Pas seulement les moyens. Pas seulement les moyens. Parce Allez, quelques minutes, quelques mots là-dessus. Le sujet de la formation, c'est un sujet très vaste parce que quand on parle de la formation dans le champ du sport, on touche à la fois un public de bénévoles, un public de salariés, etc. Et évidemment, le niveau de formation, que ce soit dans sa densité, dans ses contenus, doit être adapté à la réalité des responsabilités qui sont exercées. On ne peut pas attendre d'un bénévole qui passe des heures et des heures à aller se former, etc. Donc il faut qu'on ait des moyens efficaces de faire passer les bons messages. Donc c'était vraiment le sens, et d'ailleurs je vous en remercie d'avoir repris les petits outils de communication sur lesquels on a travaillé avec le mouvement sportif depuis la rentrée de 2020 pour faire passer des bons messages de sensibilisation qui sont des messages très simples, qui renvoient à l'organisation de la pratique. Je le dis souvent, dans les signalements que nous avons, les faits de violence se déroulent rarement sur le terrain de jeu. Ils se déroulent dans l'environnement de la pratique. Le film en est encore une fois une très bonne illustration de ce qui se passe dans les vestiaires, de ce qui se passe à l'occasion des déplacements, de ce qui se passe au moment où on est hébergé quand on part en stage, etc. Donc il y a un certain nombre de messages qui doivent passer et on travaille justement sur des contenus de formation qui vont être mis à disposition du grand public parce que ça a été dit tout à l'heure, la séquence de communication sur laquelle nous avons travaillé avec le hashtag tous concernés, c'est que ce n'est pas qu'un sujet de professionnels et d'organisateurs de la pratique. C'est un sujet qui concerne l'ensemble du grand public et notamment les parents qui doivent aussi se sentir autorisés de poser des questions sur des choses qui leur semblent anormales ou en tout cas qu'ils se fassent confiance lorsqu'ils détectent dans l'organisation du club auquel ils confient leurs enfants des pratiques qui ne semblent pas tout à fait appropriées, pour ne pas dire des pratiques très graves qui peuvent confiner évidemment à la violence telle qu'on en a parlé ce soir. Fabienne Bourdet, vous avez de nouveau parlé du film aussi. Et chers téléspectateurs, je vous l'ai promis, on regarde un extrait de la bande-annonce de ce film Slalom de Charlène Favier. Tu vois, je te l'avais dit, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine là. T'as parlé à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Slalom de Charlène Favier sorti en 2020. Slalom de Charlène Favier sorti en 2020, pardon, est disponible évidemment sur toutes les plateformes et puis dans la plupart des médiathèques. Au regard évidemment du thème de ce film, vous le retrouverez assez facilement en accès libre. C'est déjà le terme de cette émission, ou tout du moins de cette importante partie de l'émission, parce qu'on a aussi un temps d'échange prévu avec le public. Alors, cher public, vous êtes
pour la plupart évidemment issus du monde sportif, puisque cette soirée proposée par le comité départemental olympique et sportif était sur invitation. C'était un premier événement. Je ne doute pas que ultérieurement et dans les mois qui viennent, il y aura d'autres événements peut-être ouverts un peu plus globalement et notamment évidemment au grand public. Est-ce qu'il y a des questions? Nos jeunes stagiaires du comité départemental olympique et sportif ont un micro et vont passer. Est-ce que vous avez une remarque à formuler, que vous soyez éducateur, entraîneur, encadrant dans un club? Le club de basket de Chavelot, par exemple, me semble-t-il, voulait peut-être intervenir. Où est-elle, madame, j'ai mangé son nom, je vais le retrouver. Sophie Veit, où j'ai mangé son nom? Comment dit-on, Isabelle? Veitnartner. Voilà, je vais peut-être y arriver. Où est-elle? On vous tend le micro. Allez, 2 petites secondes, le temps qu'on vous entende bien, aussi bien dans la salle qu'à la télévision. Redonnez-moi votre nom, pardon, je l'ai écorché. Alors, je m'appelle Sophie Weinarter, je suis coprésidente du basket club de Chavelot. Approchez bien le micro. Oui, je vais essayer. Donc, nous avons décidé cette année de travailler justement sur le harcèlement et les violences sexuelles. Approchez bien le micro. Au sein du club, suite à comment dire, je suis pas très à l'aise au micro, hein, je l'avoue. Donc notre fédération a décidé, donc, par l'intermédiaire du Colosse au pied d'argile, de faire une formation au sein des clubs, donc par un webinaire qui a eu lieu pendant le confinement l'année dernière. Donc le club de Chavelot y a participé et suite à ça, nous avons décidé de créer une commission au sein de notre club, composée de 5 personnes, pour proposer sur l'année c'est pas des manifestations, mais des petits travaux réalisés par cette commission à nos licenciés. Donc on a commencé par l'intervention d'un enseignant qui est d'ailleurs à côté de moi. Cet enseignant a suivi des formations dans le cadre de son travail sur le harcèlement. Donc nous sommes intervenus auprès de toutes nos équipes de jeunes, à partir de U9 jusqu'à U15. Combien de licenciés en tout? 225 licenciés. Voilà. Et nous avons réalisé aussi une vidéo sur le harcèlement qui a été publiée sur les réseaux sociaux, on l'a partagée par email aussi à tous nos licenciés et nous l'avons publiée dans la salle pendant tout un week-end. Donc avant chaque match, nous avons publié, c'est une petite vidéo d'1 minute, hein, mais qui est assez parlante. Enfin moi, elle me donne des frissons à chaque fois que je la vois. Et donc, nous allons continuer comme ça jusqu'en mai. Nous avons... Mettez bien le micro, pardon. Pardon. Excusez-moi, je me permets d'assister. Nous sommes affiliés donc, cette année au Colosse au pied d'argile, qui est une association donc, justement qui travaille sur les violences sexuelles. Et donc, nous allons conclure cette démarche, merci, par la venue du Colosse au pied d'argile au mois de mai, donc le 6 et 7 mai. Le 6 mai pour les adultes, donc une intervention de 2 heures pour nos licenciés, enfin les parents, les licenciés adultes, et nous allons proposer aussi aux adhérents de toutes les associations de Chavelot de venir. D'autres associations. D'autres associations, effectivement. Et puis, donc le 7 mai, lors de la journée du basket féminin de notre club, nous allons proposer à toutes les équipes féminines qui joueront sur cette journée-là de participer justement à des petits rassemblements, cette fois-ci de 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure en fonction des âges, proposés donc par le Colosse au pied d'argile pour faire une prévention sur les violences sexuelles. Des applaudissements pour cette initiative d'un petit club de 225 licenciés. Ça commence malgré tout à parler. Merci beaucoup, le basket club de Chavelot. Fabienne Bourdet, que vous inspire cet exemple J'ai vraiment envie de dire bravo parce que je pense que vous illustrez bien l'intérêt d'une démarche qui s'adresse à tout le monde au sein du club, c'est-à-dire, encore une fois, pas seulement l'affaire des dirigeants ou l'affaire des éducateurs, mais aussi l'affaire des sportifs eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça m'amène une réflexion, c'est que
quand on a vraiment commencé à déployer la stratégie de lutte contre les violences dans le sport, on avait des interlocuteurs du monde sportif qui nous disaient « Ah là là, mais c'est terrible, finalement vous jetez le discrédit sur le monde du sport et en fait les parents n'auront plus confiance et ne confieront plus leurs enfants ». Et nous, on développait l'argument inverse, qui était de dire c'est parce qu'on en parle et parce que ce sujet de la protection du public, de la protection des enfants est important et devient un élément du projet éducatif du club, que les parents auront plus confiance en confiant leurs enfants. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, votre témoignage. Catherine, un commentaire, Oui, une analyse? non, mais je trouve que c'est justement très bien. Et justement, partout sur le territoire français, pour avoir beaucoup de remontées de plein d'associations et puis même dans les fédérations, dans les clubs, il y a beaucoup d'initiatives en fait sur place en fait. Mais ce qu'il faut, c'est que ces petites initiatives, il faut que voilà, c'est le début. Donc en fait, il faut aussi que sur le plan national, en fait, qu'on passe à la vitesse supérieure très rapidement. Mais en même temps, toutes ces initiatives, elles vont nous inspirer et toutes les bonnes pratiques, elles sont à prendre en compte et elles doivent être valorisées, elles doivent être optimisées, absolument. Et encore une fois, il y a de nombreuses associations. Il y a aussi le comité éthique et sport, il y a Fight for Dignity, il y a l'Enfant Bleu. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui prennent en charge les enfants, les adolescents, les jeunes adultes sur ces questions de violences sexuelles et de discrimination. Et ça, c'est plutôt encourageant. Chacun avec leurs outils spécifiques. Oui, Colosse absolument. au pied d'argile, me semble-t-il, Oui. c'est des boîtes aux lettres qui sont... Non, c'est les papillons, ça. Les papillons. Oui, ce sont donc les l'association papillons. Les Oui, il y a Papillons les avec des boîtes papillons aux lettres qui sont disposées dans les clubs, dans les Ou dans centres les écoles fédéraux, aussi. etc. Oui, mais il y a beaucoup d'initiatives en fait qui sont très riches, très enrichissantes et finalement, localement, ce sont aussi des premières solutions. En fait, c'est juste insuffisant sur la durée, mais en fait, c'est très enrichissant et très encourageant. Je suis d'accord, c'est donc bravo et il faut continuer à avoir des idées à développer et puis justement les associations, et elles sont nombreuses, sont aussi là pour aider. Mais quand je disais qu'il fallait qu'au sein des fédérations il y ait aussi des solutions en interne, c'est aussi très important parce que c'est trop facile aussi, l'air de rien, de décharger la responsabilité. On paye une association, elle s'en occupe et c'est bon. Donc on regarde, on détourne à nouveau le regard. Juste une chose que je voulais dire, quand il y a un cas de violence, alors comme vous disiez Colonel, je ne vais pas faire d'impair, on dit colonel, c'est que ce que j'ai compris, c'est que en fait, la protection de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, c'est prioritaire. Donc il faut le séparer tout de suite de l'agresseur. Mais si quelqu'un voit les faits, il y a des témoins. Donc là, on sait un peu plus. Parfois, on ne le sait pas. Donc la présomption d'innocence aussi, c'est très important. Parce que porter des jugements sur des gens qui, en fait, n'auraient rien fait, c'est extrêmement grave également. Donc il faut faire aussi attention à cet aspect-là. Ce que j'ai compris aussi, c'est que quand un enfant, un adolescent ou un jeune adulte est victime, en fait, il faut l'écouter sans influencer sa parole. Et c'est ensuite qu'il faut transmettre à un référent ou un responsable ou quelqu'un de confiance, mais qu'ensuite, il faut transmettre au procureur de la République et ensuite la police, la justice, la gendarmerie, c'est eux qui prennent en charge et qui font leur travail. Donc il faut laisser aussi les professionnels qui sont admirables et que nous devons soutenir agir. Donc quand nous parlions aussi de la chaîne humaine et puis de cette course de relais, voilà, mais parce que souvent je me suis rendu compte que quand un enfant, une adolescent ou un jeune adulte est victime, en fait l'entourage essaie de l'influencer en lui posant des questions et non, il faut l'écouter. Ce sont après les services dédiés qui doivent faire la part entre la vérité et la gravité des faits. Mais pas nous. Nous ne pouvons faire que en transmettre. sorte qu'il y ait tout de suite une écoute spécifique et une écoute formée. On parlait tout à l'heure de formation. Et le recueil de la parole, il y a l'écoute, mais il y a le recueil de la parole et la confiance que l'on met en faisant comprendre à la victime, quelle qu'elle soit, qu'elle est crue. Voilà. Après, ce sont les services dédiés de police, de gendarmerie et de la justice qui font leur travail et il faut leur faire confiance. Merci beaucoup, Catherine. Colonel, vous souhaitiez intervenir ? Tout particulièrement pour les mineurs, vous avez raison de le signaler, puisque les mineurs sont très facilement influençables. Et la prise d'audition de mineurs, c'est une formation spécifique. Ce sont des gens spécifiquement formés qui prennent en compte les auditions de mineurs. Et ce qui est important, c'est de savoir et que celui qui sait nous parle.
Et après, on s'en occupe. Le message est passé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner, apporter un retour d'expérience, alors malheureux ou heureux, dans son club, dans sa fédération, dans son comité départemental, régional, que sais-je? Non, pas d'autres interventions. Une question peut-être? Pas de question? Allez, hop, on a une question juste là. On vous amène le micro. Profitez-en, allez, Jean, pardonnez-moi, ça va déjà être le terme de cette émission, mais ce sera, j'ai envie de dire, le mot de la fin. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout par rapport à la caméra? Merci. Je suis présidente de la SG Armée Handball et on a de plus en plus de... Votre nom, prénom? Rachel Masson. Donc on a de plus en plus de formalités administratives à faire, notamment la nouveauté avec le certificat d'honorabilité à remplir. Donc qui normalement fait foi puisque la personne qui signe l'attestation d'honorabilité certifie ne pas avoir de problème avec la justice concernant des faits avec d'attouchements ou autres. Et à ce jour, ce formulaire n'est pas obligatoire pour une prise de licence. Il est fortement conseillé, on a des rappels. Mais ne serait-il pas plus judicieux, puisque les tâches des présidents sont de plus en plus conséquentes, de rattacher le fichier des licenciés avec... le fichier, notamment de la gendarmerie, peut-être. C'est fait, ça. Ouais, je peux répondre. Colonel? Alors, la gendarmerie n'a pas de fichier en propre. La gendarmerie accède à énormément de fichiers. Et là, vous parlez d'interconnexion de fichiers, ce qui va poser un certain nombre de problèmes juridiques. Pour répondre. Donc, j'aimerais, à titre personnel, pouvoir interroger énormément de fichiers, les interconnecter, mais la loi ne m'y autorise pas. Fabienne Bourdet. Mais quand on a des licenciés, dirigeants ou autres, on ne les connaît pas forcément. Ils signent un certificat d'honorabilité. Voilà, mais on n'est pas sûr de ce qu'ils signent, d'une part. D'autre part, la responsabilité après incombe au président. Donc le président, il en a de plus en plus. Et voilà, c'est la question que je me pose, parce que maintenant, on est attaqué pour la moindre chose. Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas un outil plus fiable qu'une simple attestation d'honorabilité. Fabienne Bourdet vous répond. Oui, l'outil existe. Alors, ce qu'il faut savoir en matière de contrôle d'honorabilité, c'est qu'on vise deux publics différents. On a le public des éducateurs professionnels, c'est-à-dire ceux dont c'est le métier, qui sont soumis à la carte professionnelle. La carte professionnelle, elle leur est délivrée par les services du ministère après avoir vérifié le diplôme et leur honorabilité. Et donc, ça se fait de manière automatique, dématérialisée. Quand je faisais allusion tout à l'heure à des textes qui n'étaient pas toujours appliqués, on observe, et d'ailleurs malheureusement on l'observe dans les signalements qu'on a à traiter, que nous avons des éducateurs, dont c'est pourtant le métier, qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle, c'est-à-dire dont les employeurs ont vérifié le diplôme, mais n'ont pas demandé la carte professionnelle. Et donc, leur honorabilité n'a pas été contrôlée. Donc, c'est de la responsabilité des employeurs de demander la carte professionnelle qui est délivrée de manière dématérialisée. C'est un dispositif qui fonctionne très bien. Voilà, encore faut-il qu'il soit appliqué. Ce dont vous parlez, madame, ça concerne les bénévoles. S'agissant des bénévoles, l'obligation d'honorabilité, elle figurait dans le Code du sport depuis très longtemps, mais vous avez raison, le contrôle effectif de cette honorabilité n'était pas opérationnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout de contrôle, hein, mais il y avait des contrôles aléatoires à l'occasion d'un contrôle de l'établissement, donc autant dire que c'était très très marginal par rapport au volume des bénévoles qui interviennent dans les clubs sportifs. Donc depuis des textes qui ont été publiés en avril 2021, les dirigeants bénévoles et les éducateurs bénévoles des licenciés des fédérations sportives peuvent donc voir leur honorabilité vérifiée dans le cadre d'un croisement de fichiers, et comme ça a été dit tout à l'heure, dans un cadre sécurisé, après avis de la CNIL, etc., puisqu'il s'agit de croisement de données personnelles et dont tout le monde ici comprend bien la sensibilité. Et donc aujourd'hui, et depuis le 1er septembre 2021, toutes les fédérations déposent une extraction de leur fichier de licenciés qui permet ce croisement du fichier avec le FIGES, hein, qui est le fichier sur lequel figurent les condamnations pour les faits les plus graves, dont les faits pour violences sexuelles. Et donc chaque fédération, aujourd'hui, est en train de constituer son fichier
Et bien évidemment, la difficulté à laquelle certaines fédérations sont confrontées, c'est que les différentes catégories de licences ne permettent pas forcément d'isoler directement les personnes qui sont en situation d'encadrement de celles qui ont des licences classiques. Donc aujourd'hui, toutes les fédérations, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, n'en sont pas encore au même niveau d'avancement sur ce dossier, mais il y a à peu près 60% des fédérations qui ont commencé à déposer leurs fichiers. Alors c'est un travail d'une ampleur considérable. On travaille bien sûr avec le ministère de la Justice sur ce sujet, puisqu'on a évalué à 2 millions de personnes le nombre de personnes qui vont être soumises à ce contrôle d'honorabilité. Donc ce que vous appelez de vos voeux est vraiment en train de se mettre en place. Donc, il ne s'agira plus d'une attestation qui était quand même un dispositif qui avait le mérite d'exister, entre rien du tout et un dispositif aussi élaboré que celui qu'on est en train de construire. Il y avait le sujet de l'attestation, et encore une fois, je crois que c'est intéressant quand même. Ça l'est d'autant plus que peut-être avez-vous vu que depuis une loi du 24 août 2021, voilà, dans les dispositifs qui permettent d'évoluer en matière de protection des mineurs, ce contrôle d'honorabilité a été étendu. Jusqu'ici, c'était les dirigeants, les éducateurs, a été étendu aux arbitres, aux personnes qui surveillent les baignades et à toute personne qui intervient auprès de mineurs au sein des établissements d'activité physique et sportive. Donc vous voyez que le périmètre a été élargi pour renforcer justement la protection en particulier des mineurs. Donc c'est en train de se construire et on travaille d'ailleurs avec plusieurs fédérations, dont la fédération de handball sur ces questions. Merci beaucoup Fabienne Bourdet pour cette réponse très très détaillée. Effectivement, on l'a vu, énormément d'actu évidemment sur ce thème, actu à suivre. Catherine Moyon-Debac, le Comité national olympique et sportif français, donne rendez-vous donc au monde sportif et à l'ensemble de la population française début avril, c'est ça? Oui, le 6 avril 2022. En principe, oui, au Comité national olympique et sportif français pour les assises internationales de la lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport. Avec, on l'a vu aussi avec vous, Fabienne Bourdet, énormément d'évolutions réglementaires ces derniers mois et encore à venir. Jean-François Wüst, je vous laisse le mot de la fin de cette émission. Écoutez, merci beaucoup. Nous l'avons fait. Ce n'est pas un thème facile. Nous avons souhaité, aux côtés donc, de l'olympisme national et aux côtés des services de l'État et du mouvement sportif, ouvrir une porte, faire aussi connaître que le dogme a changé, que la parole est libérée. C'était un pari et j'espère que humblement on a rempli une partie du contrat. Ce n'est qu'un début, et on espère qu'effectivement apporter tout le soutien qu'on peut avoir, qu'on peut donner au mouvement sportif et au mouvement associatif au sens large du terme, parce que la citoyenneté ne s'arrête pas simplement au mouvement sportif, et on a essayé de faire de notre mieux, et je remercie mes équipes pour que sur ce thème-là, pas facile, je le redis encore, on ait pu faire en sorte que on puisse dans l'avenir sauver des vies et que des gamins et gamines qui viennent dans des clubs ne soient plus abîmés. Voilà, merci. Et il y a évidemment cette échéance à court terme des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui sont une opportunité pour travailler là-dessus, mais on l'a bien compris, ce n'est que le début d'un long et fastidieux travail. Merci à tous les 5 de votre participation à cette émission. On peut les applaudir. Merci pour leur intervention. Merci à vous, public, de votre attention, et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention également. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.